Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bonjour à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast de Pilote Podcast. Je reçois aujourd'hui Charles qui est contrôleur aérien. Il va nous parler de son métier, de sa façon de voler. Charles, comment vas-tu ? Écoute, très très bien. Bon, alors l'interview va se dérouler en deux éléments. Premier élément où on va parler de toi, de ta façon de voler, puisque en plus tu es pilote. Et ensuite, on parlera un peu plus, on ira un peu plus dans le détail sur le métier de contrôleur aérien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, bah écoute, donc Charles, j'ai 37 ans. Ouais. Et donc je suis sur Reims depuis 2011. Oui. Je suis contrôleur aérien au centre donc de la navigation aérienne de Reims. Oui. Et en parallèle, on en parlera, mais également donc pilote et donc instructeur à l'aéroclub de Champagne. Ouais, c'est vrai, on pourra en parler, tiens. Donc du coup, tu es pilote. Cette passion pour le pilotage, elle date depuis quand ? Alors moi, c'est venu quand j'étais adolescent, parce qu'à la base, je viens d'un milieu qui est pas du tout dans l'aéronautique, et vraiment dans le football à 100% dans le nord de la France. Ah oui. Donc j'étais pas du tout prédisposé pour faire cette activité, et j'ai eu la chance, par le métier de mon père, de voyager un petit peu quand j'avais 12-13 ans. Ouais. Et là, en fait, ça a été une révélation, quoi. Voir les avions de ligne, les aéroports, les équipages. En fait, ce qui m'a marqué, qui m'a vraiment interpellé, c'est comment une telle masse pouvait voler. Et comment on pouvait la faire décoller, atterrir, entre guillemets, aussi facilement. Et donc, j'ai vraiment voulu creuser et puis me lancer à fond dans cette aventure. Et comment ça a été perçu au niveau de ta famille ? Ah super. Alors au début, les gens avaient un petit peu de doute sur mes capacités scientifiques. Parce que j'étais pas très très fort en maths physique. Et en fait, le fait d'avoir cette passion-là qui s'est développée, ça t'a aidé. Et en fait, mes notes sont montées et j'ai pu faire toutes les études que j'ai pu faire derrière pour y arriver. Comme quoi tout est possible. Exactement. Du coup, rentrons un peu dans le vif du sujet. Cette passion pour le pilotage, donc tu es pilote, instructeur également, comme tu venais de nous le dire. Est-ce que, on va faire le lien, est-ce que c'est une aide pour ton métier ? Ah oui, carrément. En fait, le fait d'être contrôleur et surtout à côté de ça pilote et d'avoir toutes mes qualifications de pilote, ça me permet de me projeter quand je suis avec mes avions en fréquence, de comprendre un peu ce qui se passe là-haut et notamment quand ils ont des difficultés, de savoir un peu ce qui se passe dans le cockpit et donc de comprendre un peu si c'est le moment de leur poser des questions ou de les laisser tranquilles. Ouais. Donc ça permet d'avoir vraiment une très très bonne conscience de ce qui se passe dans l'avion et autour. D'accord, ok. Depuis combien de temps tu voles, tu pilotes, toi ? Alors du coup, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Mes parents m'ont offert l'ancêtre du PPL qui s'appelait le BIA. Oui. Brevet d'initiation. Pardon, pas le BIA, excuse-moi, le brevet de base, le BB, qu'on passait avant de faire le PPL, la licence de pilote privé d'avion. Ouais. Et donc à 15 ans, ils m'ont fait cette surprise-là. Ils m'ont dit tiens, t'as payé un vol d'initiation. J'ai fait le vol. Et moi, je pensais que c'était fini. Puis ils m'ont dit, en fait, non, en fait, t'es inscrit et tu continues les leçons. Voilà. Donc c'est devenu un petit peu une mode ici sur Pilote Podcast. Est-ce que tu peux nous donner ton nombre d'heures ? C'est juste comme ça parce que tous les invités l'ont donné spontanément. Eh écoute, là, je viens de dépasser les 1500 heures. Ah oui, là, t'es de loin. On va faire un petit tableau avec le nombre d'heures. Bon, alors là, on a le plus heuré avec nous. Quelle place tu donnes aujourd'hui dans ton quotidien à cette passion qui est le pilotage et le milieu de l'air en fait ? C'est une passion totale parce qu'en fait si tu veux je travaille comme contrôleur 3 jours dans la semaine et sur un rythme 3 jours et donc sur les 3 jours de repos on va dire qu'il y en a au moins 1 voire 2 qui sont consacrés à l'instruction. Donc on va dire que sur une semaine classique je suis au moins 5 jours soit à parler des avions, soit à être dedans, à les piloter ou à former des gens. Donc je suis vraiment en permanence là-dedans et quand je suis à la maison je suis sur internet, je suis sur YouTube et je regarde des vidéos d'avions, etc. Donc c'est dévorant. Est-ce qu'il y a un jour en off où tu te dis ce jour-là c'est un jour précis où tu coupes complètement ? Alors j'ai du mal à couper, clairement. Par contre le mercredi c'est la journée des enfants, donc là je suis 100% dévoué à eux. Et puis après typiquement quand je suis en lendemain de nuit par exemple, c'est off, c'est repos, c'est série à la télé pour se reposer. Oui, forcément, tu peux pas refaire de l'instruction après. Alors, dans le passé, j'ai fait de l'instruction le lendemain de nuit. C'est un peu rigolo, mais c'est épuisant à la longue. Donc j'ai arrêté. Maintenant, c'est nuit, le lendemain, c'est repos complet. Bon, tiens, pour finir rapidement, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter, tiens, en tant que
en tant qu'instructeur ou même pilote toi-même, un truc sympa, un peu croustillant ou complètement loufoque qui te serait arrivé? Non, parce que petite anecdote comme ça, je me souviens depuis très longtemps d'un vol que j'ai fait où en fait on m'a présenté une personne qui avait quasiment 100 ans et qui habitait d'ailleurs pas très loin d'ici et qui n'avait littéralement jamais volé de sa vie. Et donc les petits-enfants lui avaient payé ce baptême, ce vol d'initiation avec un instructeur. Et donc je me revois encore lui dire, on va pas vraiment faire vraiment de l'instruction, mais on va vraiment tout faire pour que tu prennes le plus de plaisir en une demi-heure. Et donc j'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et la personne m'a dit, je voudrais voir mon village d'en haut, où j'ai vécu toute ma vie. Donc on est parti au sud du village. Je crois que ce jour-là, on a fait un petit peu plus que 30 minutes. J'ai dit, je paierai la différence s'il faut. Et voilà, on a fait 45 minutes et c'était un super souvenir parce que la personne elle est repartie dans sa vie en ayant au moins une fois volé, donc c'était un beau souvenir. C'est une belle histoire, c'est une très belle histoire. Du coup, tu as participé un peu à faire son bonheur. Exactement, voilà. C'est cool. C'est une très très belle histoire, tiens. Bon, allez, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur ta façon de voler, sur ta façon d'être pilote. Je vole très bien. Bon, 1500 heures, quoi. Non, ce qui est rigolo, c'est que je me suis aperçu il y a pas longtemps que j'avais passé plus de temps dans ma vie à savoir piloter un avion qu'à ne pas le savoir. Comme j'ai commencé à 15 ans et que j'ai 37 ans, du coup, voilà. J'ai passé la barrière. C'est important de le souligner. Bon, allez, parlons de ton métier de contrôleur aérien. Est-ce que tu peux très globalement, parce qu'après on va rentrer dans les détails, mais nous expliquer pour les personnes qui nous écoutent, parce que ce podcast est aussi dédié à des personnes qui ne connaissent pas du tout le milieu, comprendre un peu ce que c'est ton métier. Alors, le contrôleur aérien, pour schématiser, moi l'image que je donne souvent, c'est une autoroute. En fait, on a des autoroutes avec des voitures, avec des échangeurs, avec des routes qui se croisent. Et en fait, nous, notre boulot, il est plutôt simple. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucun avion qui se touche. Quand ils montent, quand ils descendent ou quand ils se croisent. Donc, on a une règle très simple, c'est qu'on doit assurer 300 mètres d'espacement vertical entre les avions ou à peu près 8 km, ce qui fait 5 nautiques. Donc, on a cette espèce de bulle qu'il y a autour de chaque avion. Et on fait en sorte que les bulles ne se touchent pas. Alors j'imagine que tu as un logiciel, tu as quelque chose qui t'aide. T'es pas avec une règle pour mesurer 300 mètres. Ça va. Non, maintenant heureusement on a des écrans radars et on a surtout à Reims un système qui est très très bien développé, où on a beaucoup d'outils qui nous permettent de s'assurer qu'on fait notre travail dans de bonnes conditions. Bon, on va reprendre la genèse. Quel est le chemin scolaire s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui se disent qu'ils sont intéressés par le métier, quel chemin scolaire on peut prendre pour arriver au métier de contrôleur aérien, et quelle capacité il faut avoir un petit peu mieux? Moi, je penserais très bêtement les mathématiques, mais tu vas peut-être me dire que je suis à l'ouest complètement. Quelle capacité il faut avoir et quel chemin scolaire? Alors, non, t'es pas totalement à l'ouest. Disons que les mathématiques, on en a vraiment besoin pour arriver jusqu'au concours. Et après, on peut un peu oublier. Voilà. Donc, non, en fait, en France, c'est la spécificité française. On est donc fonctionnaire. Et donc, il n'y a qu'une seule manière de devenir contrôleur aérien, c'est de passer le concours de l'ENAC. Donc, École nationale de l'aviation civile, qui est à Toulouse. Et c'est un concours qui est sur un niveau maths sup, maths spé. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent devenir contrôleur aérien, c'est un bac scientifique et ensuite une classe préparatoire, sup, spé, voire redoublement de la spé si nécessaire. Donc, sur à peu près 3 ans. Et pour ceux qui réussissent le concours, on va à l'ENAC à Toulouse et on a un cursus qui dure du coup 3 ans. D'accord. Pour avoir donc à la fin bac plus 5 et donc le grade d'ingénieur du contrôle de navigation aérienne. Donc c'est 5 ans après le bac. Exactement. On va dire 5 ans après le bac, donc on peut dire espérer être contrôleur aérien. Voilà, tout à fait. Et c'est sur concours pour pouvoir accéder ensuite. Voilà, c'est un concours écrit et pour ceux qui sont admissibles, après il y a une partie orale, donc entretien de motivation, ensuite entretien en anglais, des maths et de la physique. Ça marche. Comment vit-on cette responsabilité que vous avez au quotidien? Je reviens sur en fait ton explication qui était très bonne sur l'explication du métier, de faire en sorte que les avions ne se touchent pas. J'imagine que c'est une responsabilité qu'on vit déjà sur le moment où on est devant les écrans. Et au quotidien, comment ça se vit? Alors en fait, pour répondre à la question que tu m'avais posée juste avant, en fait les compétences qu'il faut avoir pour être contrôleur, notamment une des compétences qu'on recherche, c'est des gens qui ont plutôt du sang-froid et qui ont une capacité à savoir gérer leur stress
et à ne pas céder à la panique lorsque ça devient un peu compliqué. Donc il y a une capacité à gérer ces ressources qui n'est pas acquise chez tout le monde. Et donc c'est vraiment des profils de personnes qu'on recherche qui ont cette capacité, même sous stress, même quand ils sont dans la difficulté, de jamais baisser les bras et de toujours continuer à avancer. Du coup, cette responsabilité-là, on la vit plutôt bien. En tout cas, moi, je la vis très très bien. Et en fait, quand tu es devant un écran, tu te dis pas, là, j'ai 20 avions, il y a 300 personnes par avion, ça fait X personnes dans le ciel. Ouais, c'est vrai. En fait, on n'y pense pas. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est des petits plots qui se déplacent et on est formé pour faire notre boulot de manière professionnelle. Donc, on le fait. Et voilà, c'est comme un pilote qui, je pense, quand il va poser un avion, on se dit pas j'ai 500 personnes derrière. Voilà. Oui. Donc disons que voilà, quand tu as une situation qui a été difficile à gérer, c'est vrai qu'après avec du recul, tu dis ah tiens c'est cool, j'ai quand même bien géré parce qu'au final il y avait quand même beaucoup de personnes dans la boucle et j'ai réussi à faire en sorte que ça se passe bien. Et finalement c'est le lien qui me saute aux oreilles là quand tu m'expliques ça par rapport à l'avion. Ouais. En fait c'est la même situation qu'on doit gérer. En fait c'est savoir gérer son stress. En faisant le lien avec notre passion d'aviation de loisirs, on peut très bien se retrouver sur une situation stressante et la clé c'est de savoir gérer son stress. C'est ça, donc c'est gestion du stress, c'est des capacités aussi développées de prise de décision. Oui. C'est des gens qui savent prendre des décisions et qui surtout savent revenir sur leurs décisions. Oui. Et ça, c'est être capable aussi de se remettre en question et d'avoir un esprit critique qui permette aussi d'avouer qu'à un moment donné, on s'est trompé et du coup, c'est pas grave, la solution qu'on avait prise, elle est pas bonne, on en prend une autre. Voilà. Ça, c'est pas toujours facile chez tout le monde, mais chez les jeunes conformes, il y en a qui ont du mal et qui du coup font un gros travail personnel pour réussir à développer ces capacités-là. Je rebondis sur le fait de prendre des décisions et puis alors c'est une question qui n'était pas notée, du coup tu as le droit de me dire que tu sais pas. Ouais. Ça me permet de faire le lien aussi avec Marie et Bérangère sur le premier podcast où on parlait des femmes et dans l'aviation civile et pro. Est-ce que tu as un ordre d'idée chez les aiguilleurs du ciel ou contrôleurs aériens? Quel est le pourcentage de femmes qu'il y a parmi vous? C'est une très bonne question. Alors sur Reims, c'est le seul centre que je connais vraiment bien, je pense qu'on n'est pas très très loin de la parité. Voilà. En tout cas, on doit être peut-être sur un 30, 70, 40, 60. En tout cas, il y a beaucoup de femmes dans le contrôle aérien, et notamment à Reims, il y a beaucoup de femmes. Ouais. Donc c'est quand même un milieu dans lequel on se sent pas entre guillemets qu'entre hommes. Ok, voilà. En fait l'idée me venait parce qu'en fait j'avais vu que Air France avait publié des statistiques sur leurs embauches de femmes. Effectivement, ils sont pas, on est loin de la parité, mais il disait que dans la prise de décision, les femmes étaient plus pertinentes a priori. Ouais, c'est possible. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Moi je connais, j'ai beaucoup de collègues qui ont des nerfs d'acier, donc qui se laissent pas faire et puis qui vont au bout de leurs idées, donc c'est pas qu'une question de sexe en tout cas. Est-ce que t'as commencé à en parler un peu, mais est-ce que tu peux développer sur le rythme de travail d'un contrôleur aérien? Tu nous disais que tu avais des heures de nuit, de jour, etc. C'est ça, donc un contrôleur aérien, c'est en tout cas nous à Reims, c'est 3 jours de travail, 3 jours de repos. Okay. Sur les 3 jours de travail, c'est une matinée, une après-midi et une soirée. Okay. À l'issue des 3 jours de repos, on reprend matinée, après-midi et nuit. Okay. Et on repart à zéro, matin, après-midi, soirée, etc. Donc c'est un rythme qui est hyper régulier, 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours, 365 jours de l'année, quels que soient les jours, que ce soit Noël, Nouvel An, Pentecôte, etc. Donc c'est une des spécificités de notre boulot, c'est qu'entre guillemets, on n'a pas de jour férié. Donc des fois, moi ça m'est arrivé cette année de bosser un 25 décembre par exemple. Ah oui, on fait avec... ça fait partie du boulot, des fois d'avoir des petits sacrifices familiaux pour travailler un jour de l'an, un jour de Noël ou un 8 mai ou des choses comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment ça se passe du coup la vie de famille pour s'adapter à ce système de travail qui est finalement un petit peu, alors j'allais dire proche du 3-8, mais c'est pas vraiment ça, mais du coup ça nécessite quand même une capacité familiale et même pour toi physiquement. C'est vrai qu'au niveau familial, quand on a des enfants notamment, c'est important d'avoir une femme qui à côté vous épaule et puis qui est là, qui te permet aussi de pouvoir prendre le relais avec les enfants quand toi t'es fatigué. Et c'est vrai qu'en fait à la longue, et notamment quand on enchaîne les nuits, les matins qu'on commence à 6h, etc., on accumule quand même une certaine fatigue, on a un rythme qui est complètement décalé. Donc c'est important de réussir à avoir, de prendre des congés quand il faut et puis de pouvoir se reposer sur son conjoint quand on commence un peu à être crevé. Alors c'est ce que j'allais dire, la gestion de la fatigue, ça se passe comment? Du coup tu te couches plus tôt
Au niveau des heures, comment que ça se passe? On boit du café. C'est des gros buveurs de café. On boit du café. Non, alors blague à part, c'est vrai que moi j'ai pas trop de difficultés de sommeil, mais c'est vrai que ce que je trouve très compliqué, c'est que y a un jour on va se lever à 5h du mat, le lendemain on va se lever à 7h, et puis en fait le surlendemain on finit à 4h du matin. Des fois on fait des nuits où on tourne entre nous, on va se coucher à 2h, on se lève à 3h30 pour faire le créneau 4h, 6h. Et donc on a des rythmes de sommeil qui des fois sont très 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 décalés. Donc je sais que notamment mes collègues qui sont plus âgés, qui des fois à la longue peuvent éprouver des difficultés à tenir le coup tout simplement sur des rythmes comme ça. Ouais, d'accord. Donc, heureusement on a quand même pas mal de congés à côté, donc on arrive à bien se reposer. Et puis moi je sais que personnellement tout ce qui se passe au boulot reste au boulot, donc en termes de stress, tout ce qui s'est passé au boulot je le laisse au boulot, et après comme ça je vais à la maison. Je vais à l'aéroclub, je pense à autre chose et ça me libère l'esprit. Et en termes de quantité de travail sur ton temps effectif de travail, j'imagine qu'en termes d'attention, ça demande beaucoup d'attention. Est-ce qu'il y a des entre guillemets pauses qui sont aménagées pour que vous puissiez avoir une pause d'attention et repartir ensuite? Ou est-ce que c'est d'affilée? Est-ce qu'il y a une organisation? Alors en gros, on a pas mal de pauses qui sont découpées dans les journées de travail, permettent de souffler. Et ce qui est très très bien à Reims, c'est qu'on a terrain de hand, de petits terrains de foot, on a des baby-foot, on a des billards. Donc en fait, on arrive sur ces périodes de pause là qui sont vraiment cadrées à souffler et à penser à autre chose. Et sinon, en fait, à l'intérieur de l'équipe, quand on travaille, on essaye de tourner en fait sur les différents postes et on essaye de jamais faire plus d'1h30 sur la position. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc très dangereux qu'on appelle l'hypovigilance, qui fait que lorsque on a eu un pic de stress, un pic de trafic, souvent derrière ça retombe et notre vigilance retombe avec. Également. Et c'est souvent là qu'il y a des incidents parce qu'on est moins attentif qu'on l'était avant. Et paradoxalement, on va gérer 20 à 25 avions très très bien et on va se faire avoir avec 7-8 avions. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on a des pics de travail, on essaye quand on a la possibilité de le faire, de demander à un collègue de se faire un relevé. On prend 10, 15, 20 minutes, on regarde son téléphone, on va se faire un petit café. En fait, on se vide l'esprit. C'est ça. Et après, on va ailleurs. Pour pouvoir revenir, ok. Exactement. Alors, tu en as parlé un peu au début. Toi, tu es au centre de Reims. Comment ça se passe? Tu gères toute la France à Reims ou quelle est l'organisation? Alors, on va peut-être pas forcément rentrer dans les détails, mais globalement, est-ce que de Reims, tu vas gérer un avion qui est à Toulouse, par exemple? Non, alors en fait, le ciel français, il est découpé en 5 partitions. Et nous, donc, on a la partie qui va de la Manche, donc tout ce qui est Pas-de-Calais, jusqu'à la Suisse. D'accord. Avec au nord la frontière, donc belge, luxembourgeoise et allemande. Et au sud, on va dire une ligne qui part en gros de Dieppe, qui passe par Paris et qui descend jusque Genève. Voilà. Donc c'est un couloir qui est le plus petit couloir, le petit espace des 4 autres centres en route, d'accord. Sauf que c'est là que passent la plupart des trafics. Parce que ce couloir-là, c'est un couloir dans lequel passent à la fois tous les trafics qui viennent d'Asie et qui vont vers l'Angleterre et les États-Unis, et vice-versa. Et on a aussi après un gros trafic nord-sud avec tous les Scandinaves, les Belges et Néerlandais qui vont en vacances dans le Maghreb, aux Canaries, etc. et qui font les allers-retours entre toutes ces destinations. Donc c'est un gros package. C'est un gros centre où il y a beaucoup d'avions qui passent et surtout beaucoup d'avions qui sont en évolution. Puisque si on regarde la carte, on se rend compte que les plus grands aéroports européens, ils sont autour de chez nous, à Londres, Bruxelles, Francfort, Genève, Zurich, Munich, Paris. Donc en fait beaucoup d'avions qui montent, qui descendent et qu'il faut croiser. Ok, alors tiens, juste comme ça, vous êtes combien de personnes pour gérer, on va dire sur une journée type, pour gérer cet espace? Alors en tout à Reims déjà il y a 350 contrôleurs. On est répartis en 12 équipes. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un instant T, il y a forcément 2 équipes qui travaillent. Avec les gens qui sont en vacances, etc. Globalement, ça fait entre 10 et 15 personnes, fois 2, qui sont dans la salle de contrôle à un instant T. Et les équipes se relèvent entre elles comme ça. Mais il y a toujours au moins 2 équipes et qui tournent comme ça sur un lot de 12 équipes au total. Alors tu parlais des avions qui viennent de Scandinavie, qui remontent, etc. J'imagine qu'on n'en a pas parlé, mais dans le cursus scolaire, il faut maîtriser l'anglais. Parce que j'imagine que la plupart des infos qui sont transmises sont en anglais. Exactement. En fait,
On parle beaucoup de maths physique, maths sup, maths spé, etc. Moi, le conseil que je donne à tout le monde, c'est vraiment travailler votre anglais. Oui. Et il faut vraiment arriver au concours en étant, si possible, quasiment bilingue. Ça permet d'avoir des super notes, ça permet de se démarquer, puisque la plupart des gens qui sont en prépa sont bons en maths, en physique. Donc si on veut se démarquer, c'est sur la motivation et c'est sur l'anglais. Donc il faut attaquer jeune et puis il faut travailler pour avoir un bon niveau, parce qu'après, à l'exception des pilotes francophones, type donc Air France, voire des fois certains Air Canada qui s'aventurent en français, tout le reste c'est de l'anglais. Donc il faut être capable de parler en anglais. Tu parles tout le temps en anglais par exemple? On va dire, allez, 90% du temps on est en anglais. Ah ouais, ok. Voilà. Information intéressante à savoir. Comment tu fais face à ce flux d'avions? On en a un petit peu parlé du coup, et cette sensation d'être submergé quand effectivement tu as un gros moment de pointe. En fait, on va dire que toute la formation de contrôleur, une fois qu'on arrive à Reims, par exemple, pour parler de Reims, c'est à peu près entre 3 et 4 ans. D'accord. Donc c'est assez long. Parce qu'en techniquement parlant, comme je disais, respecter les fameux 8 km 300 mètres, ça vient vite. D'accord. Par contre, le gros du travail, c'est cette capacité à gérer ses ressources. Donc moi, je sais que quand je travaille, j'ai toujours d'une certaine manière ce qu'on appelle une espèce de camembert des ressources dans ma tête, et qui, à l'instant T, me dit est-ce que j'ai encore de la marge? Est-ce que je suis en train de manger de la marge? Et quand je sais que j'arrive à mes limites, j'ai cette capacité de me dire ok, stop. Et stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on parle de dégroupement, c'est-à-dire que le volume d'espace qu'on gère, on est capable de le casser en plusieurs morceaux. Et dire voilà, moi je gérais par exemple de 5 km d'altitude à 15, écoute, la partie 5 à 7 km, je la donne à des collègues et moi je gère que la partie 7 à 15. Voilà. Donc on est capable, les volumes, de les casser verticalement et aussi horizontalement pour les donner à d'autres binômes de contrôleurs. D'accord. Mais cette décision-là, on a le chef de salle qui nous aide là-dedans, mais c'est aussi à nous de sentir ça et d'être capable, dans la gestion de nos ressources, de dire là en fait je suis plus capable de gérer cette charge-là, donc je vais avoir la capacité, on en parlait, de prendre la décision et d'admettre que je suis plus capable de gérer ça pour le donner à des collègues. Et ça, c'est la plus grosse partie de la formation. Alors, par exemple, c'est une question qui arrivait un peu plus tard, mais du coup, ça me permet d'aller directement dessus. On reste des humains et du coup, l'erreur reste humaine. Est-ce que toi, quand tu as justement cette gestion des capacités, est-ce que tu as un garde-fou, je vais appeler ça comme ça, qui, si toi, tu te dis, écoute, là, par fatigue, on va dire, il y a quelque chose qui se passe mal et que tu ne vois pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, entre guillemets, vérifie, ou est-ce que le logiciel vérifie? Est-ce qu'il y a une sécurité bis, on va dire, par rapport à ça? Il y a plein en fait de boucles de rattrapage. C'est-à-dire que par rapport aux autorisations qu'on donne aux avions, déjà le système, il est lui capable de détecter si on a fait une bêtise ou pas. Donc quand on le fait, hop, il y a une petite alarme rouge qui apparaît, qui dit là, ce que tu as fait, c'est peut-être pas top. Si on oublie l'alarme rouge et qu'on continue à avancer, il y a une deuxième alarme rouge qui cette fois-ci clignote pour dire là, mon coco, il va peut-être falloir que tu fasses vraiment quelque chose. Bon, si on fait quand même toujours rien, il y a un autre niveau d'alerte qui apparaît, qui lui là pour le coup nous oblige à mettre en place des choses, d'accord. Et puis si vraiment on passe au travers de ça, les avions sont équipés de ce qu'on appelle un TICAS, c'est-à-dire donc c'est un système embarqué qui va dialoguer en fait entre deux avions, et si vraiment on se rapproche à quelques secondes de l'impact, le système va prendre le relais, va dire ok, maintenant toi tu montes, toi tu descends, et nous contrôleurs on perd la main. Quand c'est comme ça, les pilotes nous annoncent qu'ils ont une résolution TICAS et nous on dit Roger et on les laisse faire, ils montent, ils descendent. Et donc logiquement il s'évite. Donc alors c'est pas une légende urbaine du coup justement. Pardon, j'en parlais avec un pilote de ligne qui n'est pas chez Airbus d'ailleurs, mais je lui disais arrivé à un certain moment, notamment chez Airbus pour ne pas citer la marque, mais les avions sont capables d'arriver à s'éviter. Donc ça n'est pas une légende urbaine finalement. Exactement. Donc en fait, toutes les générations d'avions qu'on a connues jusqu'à présent avaient ce système-là embarqué, mais nécessitaient une reprise en main du pilote. Donc c'était les pilotes qui faisaient la manœuvre d'évitement. Il faut savoir que dans l'Airbus A350 qui viennent de sortir, si je dis pas de bêtises, c'est l'avion qui, au pilote automatique, exécute la manœuvre. D'accord. Est capable de dire je monte ou je descends pour éviter. C'est donc souvent d'ailleurs fait de manière plus souple que le pilote parce que la machine ne stresse pas. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Et puis elle a peut-être eu l'info avant, donc elle a eu le temps d'anticiper et de monter ou de descendre. Alors une petite aparté, ce qu'il faut savoir juste sur cette histoire de TICAS, petite anecdote, c'est qu'il y a eu un crash vers 2000-2001
2002 sur l'Überlingen en Allemagne, où c'est un contrôleur qui avait des pannes de son système qui lui permettaient pas d'avoir toutes ces alertes dont j'ai parlé. Et il y a 2 avions qui se sont littéralement foncés dedans sans alarme. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un équipage américain, un équipage russe. L'équipage américain était formé pour réagir au TICAS et à suivre ce que l'avion dit, alors que les Russes étaient formés pour suivre toujours ce que le contrôleur disait. Et là, le contrôleur, malheureusement, dans la panique, a donné une information qui n'était pas la bonne. Et l'équipage russe, littéralement, foncé dans l'avion américain. Et il y a eu, je crois, 200 ou 300 morts. Voilà. Donc depuis, la réglementation, c'est dès qu'il y a un TICAS, le contrôleur sort du jeu et c'est les pilotes qui gèrent le truc. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut affirmer finalement que de ce côté-là, précisément, il n'y a plus aucun risque de collision entre avions ? Alors là, le risque zéro n'existe pas. Mais honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, non, enfin, je veux dire, pour arriver à une collision, il y a quand même, surtout en haute altitude comme ça, il faudrait une succession de facteurs qui est quand même maintenant hautement improbable. Plus proche du sol, c'est un peu différent. On l'a vu, ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis récemment. Mais en haute altitude, voilà, c'est quelque chose qui maintenant est quasiment improbable. On va en reparler, tiens, justement, de ce qui s'est passé aux États-Unis. Pour l'instant, je vais aborder un petit sujet qui vraiment est d'actualité. Et pour cause, puisque c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Quand j'ai parlé à mon entourage que j'allais t'interviewer, on m'a dit, mais est-ce que à l'avenir, ce métier-là ne pourrait pas être remplacé par l'intelligence artificielle ? J'ai trouvé que la question était intelligente. Ah bah oui, c'est un truc dont on parle pas trop entre nous. Je pense qu'on a peur de la réponse. Mais oui, je pense qu'à terme, ça sera un métier qui sera, en tout cas, énormément assisté. Par rapport à ce que la machine pourra nous apporter en termes d'optimisation des trajectoires, de résolution des conflits, etc. Voilà, maintenant, encore une fois, il y a une latence entre les avancées technologiques et ce que réellement on peut faire au quotidien avec toutes les normes de certification qu'on a. On le voit même chez les pilotes, c'est un truc dont on parle depuis longtemps et pourtant ils sont toujours 2. Maintenant, voilà, je pense que si on regarde à moyen voire long terme, je serais quand même pas surpris que dans les 40-50 ans qui viennent, le métier de contrôleur soit un métier qui soit quasiment 100% automatisé. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas toujours quand même quelqu'un qui vérifierait en dernier recours ? Est-ce qu'on peut complètement accorder notre confiance à cette IA ? Bien sûr. Après, je pense que de toute façon, ça va être tout le débat de l'IA. Je pense qu'au final, l'humain va à un moment donné devenir une espèce de super vérificateur de ce que fera la machine. Voilà. Donc peut-être qu'on sera plus 2 sur position, peut-être qu'il n'y aura plus qu'un seul contrôleur et qui surveillera que tout se passe convenablement. Mais voilà, comme je disais, il y a une latence entre les deux, donc je pense que pour les 10, 15, 20 prochaines années, on a un peu de marge. Allez, tiens, en termes de qualité pure, toi, quelle qualité, si tu devais donner les grandes qualités que doit avoir un contrôleur aérien pour exercer ? Je te dis, prise de décision, sang-froid, gestion de ses ressources, et surtout peut-être la plus importante, capacité de remise en question. Savoir se remettre en question et savoir dire je me suis trompé. Et ça, il y a beaucoup de gens qui savent pas le faire. Ouais, c'est vrai. Et comme tu dis, c'est une belle capacité d'être capable de revenir sur ça. Et peut-être l'humilité. Alors cette humilité de dire je me suis trompé et en fait et surtout avoir la capacité de dire j'ai fait une erreur. C'est pas grave, j'ai appliqué une procédure qui m'a permis de retomber sur mes pattes et en fait dans l'instant suivant cette erreur-là, je l'ai oubliée, elle est passée derrière. C'est cette capacité à pas se dire j'ai fait une erreur, un peu à s'auto-flageller et puis à ressasser et donc du coup à pas être dans l'instant présent qui nécessite d'être concentré à 100%. Quelles sont les choses qui te plaisent le plus dans ce métier ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te lèves chaque matin ? Et puis on peut aussi aborder ce qui t'intéresse et ce qui te dérange le plus. Comme ça nous permet d'avoir une balance un petit peu. Clairement, moi en fait j'ai fait ce métier, à la base je voulais être pilote. Donc c'était mon objectif numéro 1 et après ça a dévié vers contrôleur. Mais en fait ce que j'adore en fait dans ces 2 aspects-là du boulot, c'est vraiment le côté opérationnel. C'est se dire, je me lève tous les matins, je vais pas faire un boulot sur un PC, rentrer des trucs sur Word, Excel, etc. C'est, je me lève, je viens au boulot, je rends service à des gens qui ont besoin d'aller d'un point A à un point B, et grâce à moi, ils le font en toute sécurité. Et quasiment, même s'il y a une espèce de routine qui se met en place, malgré tout,
chaque jour est différent parce qu'on va avoir des orages un jour, du vent, de la turbulence, des mauvaises visibilités, des avions qui se déroutent, des passagers qui sont malades. Il se passe plein de choses qui font qu'en gros chaque jour est quand même un peu différent. Oui, c'est vrai qu'on pense pas, mais le fait effectivement de passagers malades, de déroutement, ouais, effectivement, ça vous change le. C'est ça. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis c'est le fait d'être travaillé avec des collègues. On est, quand je te dis, on vient, on est 10-12, et on a une super vie d'équipe, on rigole, on passe vraiment des bons moments ensemble. Et on a la chance, par rapport à beaucoup de métiers, de ne pas avoir de pression d'un supérieur qui nous demande des chiffres, des choses comme ça. Nous, on vient, on fait notre boulot. Quand à la fin de la journée, il n'y a personne qui s'est touché, et on est content. Et puis on rentre à la maison, on fait autre chose, et puis le lendemain, on recommence. Ça, c'est ce que j'aime le plus dans ce métier. C'est ça. Et au moins, quand tu passes la porte, c'est fini. Exactement. Le boulot s'arrête une fois que tu vas passer la porte. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes un peu moins ou qui sont peut-être plus redondantes ou je sais pas pour donner... Avec l'âge, c'est surtout la gestion de la fatigue en fait. C'est à la longue, c'est ce rythme avec les nuits quand il faut se lever à 3h du matin pour aller travailler jusqu'à 6h. Ça à la longue, c'est quand même fatigant. C'est peut-être le plus gros aspect qui me dérange. Et puis après, il y a aussi l'aspect, quand l'été on veut poser des congés, maintenant de plus en plus c'est de plus en plus tendu. Donc c'est des fois pas pouvoir partir en congé, avoir moins de flexibilité que peut-être dans d'autres métiers où on a plus de facilité. Mais il y a vraiment ce côté fatigue qui à la longue est un peu pesant, mais qui est comme dans beaucoup de métiers, donc on s'y adapte, mais un des points négatifs de ce métier. Ok. Tiens, allez, un cas de figure peut-être qui t'est jamais arrivé, mais quand même je me suis toujours posé la question. Si tu étais dans le cas où tu as un avion qui ne t'écoute pas, tu donnes tes indications et le mec n'écoute pas. Ça arrive même souvent. Ça arrive même souvent, d'accord. Ok. Arrive. Alors comment que ça se passe ? Est-ce qu'il y a une procédure ? Comment que ça se vit alors, exactement, c'est une très bonne question parce que les gens se posent souvent la question de savoir comment ça se passe dans ces cas-là. Alors en fait, on va le faire de manière chronologique. Donc un avion ne nous répond pas. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, tout simplement, c'est qu'on lui a pas donné la bonne fréquence. Donc on s'assure que on est sur la bonne fréquence pour se parler. Bon, c'est ça. Peut-être que le pilote il écoute pas. Donc on fait 1, 2, 3 rappels. Des fois, excusez-moi, j'étais en train de faire autre chose. Très bien. Il répond toujours pas. Là, on a ce qu'on appelle le transpondeur dans l'avion qui transmet un code pour que nous, on puisse le voir sur le radar. Il y a une petite fonction qui s'appelle ident. Donc, on va peut-être voir s'il n'a pas une panne radio. Donc, on lui demande si vous m'entendez, transpondez ident. Donc là, il appuie sur un bouton. Si on voit marqué ident sur le radar, c'est qu'il nous entend, mais on n'entend pas sa réponse. Voilà. Okay. Bon, s'il répond toujours pas, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer une fréquence qui s'appelle 121 décimal 5. C'est une fréquence d'urgence. Et que tous les pilotes de ligne sont censés veiller. Donc ils l'écoutent, d'accord ? Et là on essaye. Donc on appelle cette fréquence-là, est-ce que vous m'entendez ? Et des fois, oui, ils nous entendent. Donc ils nous rappellent. Et là, s'ils ne nous répondent toujours pas, on prévient le chef de salle. Et le chef de salle, qui gère la salle de contrôle, il a l'autorité pour appeler les militaires et déclencher ce qu'on appelle la permanence opérationnelle. Donc là, dans le coin, typiquement, c'est à Saint-Dizier. Il y a des pilotes de Rafale qui sont au quotidien à 3 mètres de leur avion, habillés, prêts à bondir dedans. Et alors après, je ne suis pas dans les arcanes de la décision, mais on va dire que s'il y a en tout cas un risque potentiellement avéré, le pilote, et alors ça c'est très impressionnant à voir, en moins de 5 minutes, il est du sol à 40 000 pieds, à 3 mètres de l'avion derrière, pour l'intercepter. Et à ce moment-là, il faut une interception en vol. Les deux pilotes, le pilote du Rafale et les pilotes de l'avion de ligne conversent sur une fréquence adaptée. Et le pilote du Rafale va donner au pilote la bonne fréquence à contacter pour qu'il nous rappelle. D'accord, ok. Et si c'était l'intervention illicite, à ce moment-là, le pilote de Rafale fait ce qu'il a à faire derrière. C'est ça. Oui, parce que j'allais dire, c'est pas comme une intervention d'une voiture où tu te mets devant et tu stoppes la voiture. Là, on est en l'air et ça peut devenir un peu En fait, il faut savoir que tout ça, ça vient aussi, souvent on apprend de nos erreurs. Et donc après le 11 septembre, ils se sont quand même aperçus qu'il y avait eu quand même beaucoup de manquements aux États-Unis sur la capacité à répondre suite à un détournement. Et donc maintenant, les choses sont extrêmement cadrées. Et honnêtement, à chaque fois que ça peut arriver, dans 99% des cas, on récupère l'avion d'une manière ou d'une autre. Juste parce que le pilote n'avait pas la bonne fréquence, il n'écoutait pas, il était distrait, voilà. Et il y a des petits cas à la marge où là, cette fois-ci, on a un Rafale qui va décoller ou un Mirage 2000 et qui va intercepter le vol. Ok. T'as déjà vécu une situation comme ça ou pas ? Non ? Oui, moi j'ai déjà vécu, ça arrive en l'espace d'une quinzaine d'années, ça a dû m'arriver peut-être une fois ou deux. Alors un peu moins fun, mais il y a eu notamment un avion qui a décollé d'Espagne. Et les pauvres pilotes ont eu une panne de
pressurisation, et donc ils sont décédés durant le vol en fin de compte pendant la montée. Et l'avion était sous pilote automatique, donc l'avion a suivi le plan de vol, tout simplement. Il a traversé l'espace de Bordeaux, l'espace de Paris, ensuite il a traversé notre espace à nous. Énorme. Et donc les contrôleurs avaient suivi toutes les procédures, et donc il avait fini par être intercepté en vol, et donc il y a un Rafale qui a confirmé malheureusement qu'il n'y avait pas de signe de vie dans l'avion, et ils sont restés à côté de l'avion comme ça jusque dans la mer du Nord, la mer Baltique, où malheureusement l'avion s'est abîmé en mer, quoi. Voilà, donc c'est... Ouais, parce que l'issue au final... Voilà, donc... mais oui, non, ça arrive, et heureusement dans beaucoup de cas, même quand ils sont interceptés, les pilotes sont coopératifs, ils sont d'ailleurs contents qu'on vienne à leur aide, parce que des fois ils ont juste pas la bonne fréquence sur laquelle appeler. Ouais. Et comme ça on arrive à récupérer. Ouais. Voilà. J'aurais pensé, parce qu'on arrivera un jour à un avion qui arrive à décoller seul et atterrir seul. Ouais, là ça y est, on n'en est pas loin. Airbus l'a fait. Hein. Oui. Alors je crois que le décollage, ils savent le faire, c'est pas encore certifié. Mais là pour le coup, oui, ça va arriver très vite. Ça permet d'être un peu plus rassurant. Alors on en a un petit peu parlé, mais est-ce que tu as vécu une situation inhabituelle dans ton poste de contrôleur aérien, hors peut-être pilote qui répond pas? Ouais, on va dire que dans beaucoup de situations que j'ai vécues, c'était des passagers malades. Ouais. Donc j'ai eu beaucoup de situations où les passagers étaient malades, donc les pilotes se déroutaient pour aller sauver la personne. Ouais. Et là c'est pareil, on est super content parce que des fois, si en moins d'un quart d'heure on a réussi à le passer de son niveau de croisière, à poser à Paris-Charles de Gaulle avec les ambulances qui sont là, donc on est content d'avoir réussi à l'amener jusqu'au sol comme ça. Après, il y a déjà eu des cas un peu loufoques où le passager était malade, il décède. Le pilote, qu'est-ce qu'il fait? Il repart à destination. Ça sert plus à rien de se dérouter. Il est mort. Il est mort, voilà. Et puis après, ouais, souvent des pannes techniques qui nécessitent des retours sur le terrain. Voilà. Ah ouais, c'est vrai que c'est très surprenant. Il n'y a pas eu de femme enceinte ou d'accouchement? Non, ça j'ai jamais eu. Ça j'ai jamais eu. Et au sein du CNRA de Reims, non, ils ont jamais connu ça, quelqu'un qui est enceinte et... Alors non, vraiment pour le coup ça me dit rien du tout. Mais non, par contre à Reims on a eu beaucoup de situations. On a eu encore pas très longtemps Heathrow qui a fermé. Oui. Il y a eu Gatwick aussi qui avait fermé il y a quelques années, où c'était un bazar pas possible parce que les vols pouvaient plus aller à Londres. Donc ils sont en l'air, donc il faut les dérouter. La plupart des aéroports sont saturés, donc il faut trouver des solutions. Au milieu il y en a un qui a plus d'essence, donc il faut le prioriser. Donc il y a plein de situations comme ça qu'on a déjà vécues. Parce qu'en fait du coup je mets le doigt, on n'en avait pas encore parlé, mais finalement vous êtes responsable. Si un avion doit se dérouter, en fait, c'est vous qui devez lui trouver le chemin de déroute, ou est-ce que ça incombe au pilote? Ouais, alors en fait, non. Le pilote, en fait, dans son process de décision, à un moment donné, il va dire, ok, nous, avec nos opérations, on a décidé qu'on allait à tel endroit. Ouais. Parce que il y aura de quoi recevoir nos passagers. Il y a peut-être des avions, c'est peut-être la base de la compagnie qui est là-bas, etc. Okay. Et après, nous, par contre, nous, on est en charge de l'amener jusque là-bas. De l'accompagner. Voilà. Okay. Par contre, des fois, ce qui arrive, et c'est arrivé il y a pas très longtemps, le pilote, il dit, moi, je vais aller à Londres. Et le chef de salle appelle le chef de salle de Londres, et Londres dit non, nous on ne prend pas. Donc ok, donc faut expliquer au pilote qu'il peut pas aller là où il voulait aller. Et du coup il faut trouver une situation de secours. De secours pour qu'il puisse se poser, etc. Ouais, d'accord. Quel est ton... On va revenir un peu plus général et un peu en dehors du métier de contrôleur aérien, mais on n'en est pas loin quand même. Quel est ton point de vue, toi, aujourd'hui, sur l'aviation par rapport l'aviation en général? Et puis, on peut revenir, par exemple, sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce qu'on peut encore caractériser de safe l'aviation, parce qu'on considère encore toujours qu'aujourd'hui c'est le meilleur moyen de locomotion, le plus sûr. Je voyais un dernier sondage qui disait qu'on a plus de chances de se tuer en tombant dans les escaliers que de se tuer dans l'aviation. Mais est-ce que du coup l'actualité actuelle elle contribue encore à caractériser l'aviation safe? Ouais, après honnêtement, l'aviation c'est le moyen de transport le plus safe. Et franchement, si on prend à chaque étape, que ce soit les pilotes, que ce soit les contrôleurs, que ce soit les organismes de maintenance aussi, tout est à un super niveau. En tout cas, sur nos pays européens, américains, en Asie. Donc, je veux dire, les process sont vachement évolués et c'est extrêmement safe de voler. Après, malheureusement, ça reste un milieu dans lequel il y a pas le risque zéro n'existe pas. Et on l'a vu malheureusement aux États-Unis, quand il y a
un petit défaut dans une procédure qui vient s'aligner avec un défaut dans la procédure du contrôleur, plus un défaut de maintenance sur l'avion, plus ceci, plus cela, les erreurs s'alignent, ce qu'on appelle les plaques de Reason. Voilà, les erreurs s'alignent et ça conduit à un crash. Donc voilà. Après, il y a les séries aussi, malheureusement, comme on a vu aux États-Unis, 3-4 crashs d'affilée. Ouais. Voilà, heureusement, ça s'est calmé. Mais après, voilà, il faut aussi être capable de faire comment dirais-je, les médias en fait vont souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va y avoir un crash, ils vont en parler beaucoup. Et puis moi des fois ça me fait marrer parce que voilà, il y a un avion qui s'est dérouté parce qu'il avait un pare-brise fêlé. Bah ça arrive 2 jours après un crash, ça fait la une sur CNews. Oui. Voilà, alors qu'en fait des pare-brise défêlés, on en a 50 par an et ça passe jamais à la télé. Oui. Donc faut aussi savoir faire le tri. Ça reste un milieu très safe. Mais comme partout, le risque zéro n'existe pas. Mais honnêtement, moi quand je monte dans un avion, je suis toujours en pleine confiance. Et tiens, est-ce que on parlait de situation inhabituelle, mais du coup je fais le rebond avec ça. Est-ce que tu as déjà vécu ou à gérer une situation de Mayday? Ouais, alors moi j'ai déjà vécu une situation, alors là pour le coup on rigole moins parce que c'était un avion, un Air Transat qui allait au Canada. Okay. Et du côté de Saint-Dizier, donc à 13 km d'altitude, feu à bord. Okay. Et là on sait que le feu à bord c'est la pire panne qui peut arriver à un pilote, c'est à peu près 15-20 minutes. Au-delà l'avion il prend feu et c'est terminé. Et là, il est à Saint-Dizier et là, il faut tout de suite capter où est-ce qu'on va l'emmener parce que c'est un Canadien, il connaît pas bien le coin. Il connaît peut-être Paris, mais il connaît pas Vatry, il connaît pas Saint-Dizier ou qui peuvent être des points de sortie. Ouais. Et voilà, et donc là, il faut agir vite en coopération avec les pilotes, avec notre chef, etc. Et là, il y a toute une situation qui se met en place. Et voilà, dans ce cas précis, ce qui s'est passé, heureusement, c'est que les fumées ont été maîtrisées avant l'atterrissage à Charles de Gaulle. Ouais. Mais ça fait une montée d'adrénaline pas mal. Ouais, là, pour le coup, la montée de stress. Exactement. Et après, j'ai vécu une autre dernière situation, là, pour le coup, quand j'étais vraiment jeune contrôleur, pas encore qualifié, donc pas encore en cours de formation. Ouais. Où là, malheureusement, c'est un pilote qui a perdu la vie, qui est passé par nos espaces et qui malheureusement en fait a littéralement foncé droit dans un orage. Ah ouais. Et nous, je me revois encore avec mon collègue lui expliquer que tous les avions évitaient la zone et pris par la pression temporelle, par la pression des passagers, il a voulu absolument y aller et malheureusement l'avion s'est disloqué en vol, ils sont tous morts. Ah ouais. Ça fait bizarre et c'est la première fois que ça me c'est heureusement la seule fois où ça m'est arrivé depuis que je suis contrôleur et en fait où on est passé d'un ton de la rigolade à un silence de mort dans la salle de contrôle pendant peut-être 1 heure. Il n'y a personne qui parlait parce que c'est se dire cette personne avec qui on a parlé là il y a 10 minutes, elle est plus là. Voilà. Et ça fait super bizarre et pour autant il faut continuer à contrôler parce que ceux qui sont là. Ouais. Donc c'est un peu particulier. Du coup on se concentre sur notre boulot, on essaye de mettre ce truc là dans un petit coin de la tête et puis après on le débrief quand on sort de position, mais c'est ce que j'allais dire. C'est particulier. Vous avez c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à aborder ce sujet, mais vous avez entre guillemets une cellule de crise. Exactement. Par rapport à ça. Parce que, comme tu dis, c'est de voir, d'un seul coup, ton point disparaît de l'écran. Exactement. On a ce qu'on appelle maintenant, c'est tout nouveau. On a ce qu'on appelle des paires, c'est des paires, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais paires écoutants. Voilà. Et en fait, c'est-à-dire que c'est des collègues. Qui se sont déclarés comme étant volontaires pour faire ça. Ils ont été formés par des psychologues. Un peu solides, ouais. Et voilà. Et donc, c'est des gens qu'on peut appeler et à qui on peut raconter des expériences traumatisantes qu'on a vécues et avec qui on va le débriefer. Le but est pas d'en parler à tout le monde, d'en faire étal sur la place publique. Ouais. Donc c'est ça, c'est vachement intéressant. Et on a aussi une psychologue avec qui sur Reims qu'on peut contacter si on a besoin pour en parler, etc. Ouais, parce qu'effectivement, c'est des situations qu'on souhaite pas vivre, mais malheureusement. Alors heureusement, ça arrive peut-être une fois dans sa carrière. Voilà. Oui, mais le jour où ça arrive, faut savoir le gérer. Ouais, c'est ça, faut savoir le gérer. Et d'ailleurs, je rebondis juste là-dessus parce que quand on écoute les enregistrements de ce qui s'est passé à Washington, ce qui est frappant pour un contrôleur, les gens s'en rendent pas forcément compte, c'est que le type il perd un avion de ligne, un hélicoptère qui était sous sa responsabilité, et en fait, pendant les 10-15 minutes qui suivent, il continue à faire son job. Et croiser les avions, à monter, à descendre, etc. Il a dû décompresser après, mais c'est cette capacité là à se dire ok c'est tout, c'est arrivé. Par contre maintenant je me concentre sur ce qu'il y a, je vide le ciel et quand le ciel sera vidé. C'est énorme d'être capable de. C'est quand même assez énorme. C'est un gros travail. C'est un gros travail, effectivement.
Je fais le lien avec l'aviation de loisirs. Moi, en tant que pilote de loisirs, j'ai affaire également à des contrôleurs aériens. Et une des questions que je me suis posée, c'est est-ce qu'on est autant en sécurité avec les pilotes aériens que nous on côtoie, donc qui ne sont pas ceux du CNRA, sans faire de débat ni parce que je sais que ça peut devenir délicat. Mais est-ce qu'on est autant en sécurité avec eux qu'un avion de ligne avec vous, par exemple? Ouais, carrément. En fait, les contrôleurs aériens qu'on va avoir à la fréquence quand nous on vole avec nos petits avions, voilà, c'est ça. Ils sont formés comme nous à l'ENAC, etc. Donc c'est des gens très qualifiés, très performants. Enfin, il y a vraiment aucun problème. Après, l'aviation générale est moins safe par contre que l'aviation commerciale parce que les pilotes sont moins professionnels, peut-être moins formés, etc. Donc après, il y a plein de facteurs autour qui font que c'est peut-être un peu plus dangereux de voler dans nos petits avions que dans un avion de ligne. Voilà, parce que voilà. Mais au niveau du contrôle aérien, si on parle que de ça, non. C'est ça, en termes aérien, d'outils, on est sur les mêmes outils, Alors, non, on n'est pas sur les mêmes outils. D'accord. Mais malgré tout, honnêtement, voilà, ça se passe toujours très très bien. Le niveau de sécurité est identique. Oui. Ok. Et bien pour finir, avant de te demander si tu as encore une chose à aborder, un point qu'on n'aurait pas abordé, quelle est ta vision, toi, on va dire dans un futur? Toi, tu as la vision loisir et pro. Alors, on peut commencer par la pro ou la loisir, comme tu le sens. Mais quelle est ta vision sur l'aviation? Je sais que Armand, donc l'émission d'avant, avait parlé de l'aviation électrique. Les filles également. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que pour toi, on va forcément... Alors ça peut être autre chose, pas forcément l'électrique, on peut même aller sur l'hydrogène des fois. Mais quelle est ta vision sur l'aviation, on va dire, à 50 ans en avant? À 50 ans, c'est une super, peut-être moins. Une super question. Alors je pense que l'aviation commerciale va continuer. Honnêtement, je vois pas le truc arrêter demain. Les gens veulent voyager, on l'a avec le Covid. On a tout arrêté et dès qu'on arrivera à les portes, les gens ont encore plus voyagé. Les chiffres qu'on fait 2024, c'est 2019, donc on a ça y est égalé le record 2019 et 2025 sera encore au-dessus. Donc l'aviation commerciale, oui, clairement, elle va continuer à se développer. Ce qui est certain, c'est qu'on n'aura plus de pétrole dans peut-être 50 ans. C'est ça. Donc moi, je suis intimement convaincu qu'on va aller vers l'hydrogène, on va aller vers l'électrique et on va trouver des solutions pour qu'on continue à voyager. Alors peut-être qu'il y aura des choix à faire, peut-être que sur les très longs courriers, on continuera à avoir quand même du kérosène pour pouvoir faire ces distances-là. Là, ce qui va être intéressant, c'est comment le transport régional va peut-être ressusciter avec des avions de plus petite taille qui vont emmener les gens de point A à point B avec des avions à hydrogène, électrique, etc. Il y a des gros défis technologiques puis de logistique pour ramener toutes ces sources d'énergie sur les aérodromes. Mais clairement, l'aviation commerciale, je reste quand même très optimiste sur l'avenir. Et puis ils avancent en plus très vite sur les évolutions. Quand on voit, tu en parlais, l'A350 qui, je crois, il consomme c'est quasiment 15 ou 17% de moins que déjà la 321 qui consommait déjà beaucoup moins que... Donc eux, ça avance très vite, effectivement. Et dans la version loisir... vas-y. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a quand même aussi beaucoup de bashing qui se fait autour de l'aviation en général. Et ce qu'on met pas du tout en avant et qui est vraiment dommage, c'est que les motoristes, les gens qui font des avions, qui travaillent sur les ailes, sur le profilage des ailes, etc. font un travail incroyable et qui font qu'on a des avions maintenant qui consomment, tu parles 17, même on est je crois à 20-25% de conso en moins par rapport à ce qui se faisait avant sur des vols de 10-12 heures, c'est énorme. C'est énorme. J'ai vu il y a pas longtemps, ils mettent une espèce de peau maintenant qui imite la peau de requin sur les ailes d'avion. Ça fait économiser 1-2% de carburant. Enfin, et donc, technologiquement parlant, il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Et donc, c'est clair que oui, dans les années qui viennent, ça va encore plus se développer. L'aviation de loisirs, par contre, je suis quelqu'un de très optimiste, de manière générale. Mais il y a un gros défi. Il y a un gros défi parce que on nous aime pas forcément en France. D'accord. Donc, les gens ont plutôt envie qu'on arrête de faire nos activités, de les embêter le week-end avec nos bruits d'avion, etc. Donc, il va falloir que les clubs se modernisent. Et soit au rendez-vous de cette transition et ne reste pas ancré dans l'aviation d'il y a 20, 30, 40 ans. Donc il y a un gros travail à faire sur le rétrofit, donc le changement des aéronefs. Et clairement, moi je suis convaincu qu'il faut aller vers l'électrique. Voilà, il faut arrêter. Les petits avions à essence, c'est très bien. Clairement, il y a un moment donné, les clubs ne pourront pas se payer l'essence
aéronautique, ça sera trop cher. C'est ce qu'on se dit. Ouais. L'hydrogène, c'est bien pour l'aviation commerciale, mais pour nous, nos avions sont trop légers. C'est trop léger, ça fera des avions qui seront trop chers à l'heure. Donc non, nous, il faut vraiment qu'on parte sur l'électrique et que tous les clubs, à un moment donné, se disent ok, on fait un peu le deuil de nos vieux avions à moteur, c'était super. On peut en garder un pour dire voilà, c'était bien avant, mais non, il faut partir à fond vers l'électrique. Et je suis convaincu que dans les 10-20 ans, on aura des avions écoles, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on est les seuls avions écoles qu'on a. On peut faire des vols d'une demi-heure, 45 minutes, c'est très peu. Ouais. Je suis sûr que dans les 10 ans qui viennent, on aura des avions 4 places qui pourront avoir des autonomies de 2, 3, 4 heures. Et où on pourra à ce moment faire du voyage, faire de l'instruction, en plus avec des avions qui seront propres, silencieux, et sera un bon moyen de réconcilier ceux qui n'aiment pas trop l'aviation générale avec ceux qui la pratiquent. Et même aujourd'hui, l'aviation électrique, le seul avion qui existe, il a une capacité d'1 heure et quart ou à peine. Mais pour faire de l'instruction, finalement, ce serait suffisant. C'est pas mal. Après, c'est vrai que je t'avoue quand même que quand tu es en instruction avec un avion qui a 1 heure d'autonomie, tu croises les doigts pour qu'il n'y ait pas un autre avion qui se crache sur la piste. C'est ça, et qui doit te dérouter. Voilà, donc t'es toujours un peu sur le qui-vive quand même. Mais tiens, toi, personnellement, aviation électrique, tu volerais personnellement sur un avion électrique? Oui, parce que honnêtement, un avion reste un avion en fait. C'est le plaisir de voler, c'est le plaisir de se déplacer. Honnêtement, moi je l'ai vécu là il y a pas très longtemps avec nos avions écoles à l'aéroclub de Champagne. On est passé sur des moteurs qu'on appelle Rotax, qui c'était déjà une révolution en soi parce que c'est du samplon 98 de voiture qu'on met dedans. Le moteur fait un bruit différent, etc. Et en fait, une fois qu'on est en vol, on est en vol. C'est ça qui compte au final. Donc moi je suis sûr que demain, si tu mets un avion électrique dans les mains, on est en l'air. Déjà il y a plus de bruit. Donc on s'entend avec l'élève, c'est quand même plus sympa. Puis le principal c'est de voler. Ouais, c'est vrai. Quelle que soit la source d'énergie qui nous propulse. C'est même des fois plus reposant finalement de voler sans bruit. Exactement. Tiens, pour finir, on n'a pas parlé, j'aime bien la poser aussi à tous mes invités, comme tes pilotes. Quelles sont tes sensations de vol, tiens, toi? J'ai pour habitude de dire que moi ça me permet de déconnecter et de laisser tout ce que j'ai au sol. Alors toi c'est quoi? C'est pareil. En fait si tu veux, et ça a toujours été le cas, même quand je me souviens quand j'étais en classe préparatoire où on travaillait de 7h à 23h le soir. En fait dans la semaine, les 2 heures que j'avais d'instruction à l'avion là, quand moi j'apprenais à piloter, et j'oubliais tous mes problèmes. C'est ça. J'oubliais mes 2 sur 20 en maths, j'oubliais tout. Et en fait aujourd'hui quand je fais de l'instruction avec un élève par exemple, je sais qu'en fait pendant l'heure d'instruction j'ai totalement oublié tous les soucis que j'avais dans ma vie de tous les jours avec les enfants, avec ceci, le boulot, etc. Donc c'est vraiment une manière de décompresser et d'être dans un univers complètement différent. En fait, quand on est en l'air, on est en dehors de la vie de tous les jours, et en fait et puis on a tellement c'est 7 actions qu'on fait en même temps. Armand me disait quand on est en l'air, du coup fatalement ça laisse pas ça laisse pas de place pour le reste. C'est ça. Bon écoute, avant de te poser les questions flash que je pose à tous les en plus tu dois les connaître parce que tu as écouté les podcasts. Je me rends compte que finalement c'est plus si flash que ça, parce que les invités vont les connaître. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé et toi qui te semble important d'aborder? C'est tout à fait possible. Moi la seule chose que je voudrais rajouter, c'est que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est qu'ils se disent que l'aérien est un milieu d'avenir pour eux. Et voilà, et que c'est pas quelque chose du passé, et qu'ils y aillent à fond parce qu'il y a tellement d'opportunités différentes. Peut-être que les métiers qu'on connaît maintenant vont évoluer vers d'autres choses, mais il y aura clairement des perspectives d'avenir, de travail, et c'est un super milieu et extrêmement enrichissant. Donc il faut y aller. Et je sais plus ce qu'avait dit la maire de Poitiers à l'époque là sur les subventions, qu'en gros l'aviation c'était fini. Non, c'est pas fini, madame. Il faut continuer. Donc si demain t'as un jeune qui vient te voir qui dit je sais pas, j'ose pas passer le cap de soit de m'inscrire dans un club ou même de devenir contrôleur parce que j'ai peur de pas avoir le niveau, toi tu lui dirais quoi? Carrément. Mais en fait moi j'ai même déjà eu, et je suis littéralement tombé des nues. Un jour, un jeune qui m'a dit mais non, mais en fait moi à l'école on m'a dit que il fallait pas que je parte dans l'aérien parce que c'était pas un milieu d'avenir. Métier de pilote, c'est pas un métier d'avenir. C'est n'importe quoi en fait. On marche sur la tête. Bien sûr, peut-être que le métier de pilote que tu connais maintenant, dans 20 ans, il sera différent. Mais il y aura toujours des pilotes. Donc, si c'est ton rêve et c'est ta passion, vas-y. Parce qu'en fait, un gamin à qui tu donnes une passion, forcément à l'école, il va travailler, il va se donner les moyens. Donc, il faut y aller, il faut foncer. Oublie que t'as aucune chance. Et en plus, c'est ça. Voilà. Après, par contre, vraiment, conseil, vraiment, numéro 1, l'anglais. Ouais, ça, on a bien compris. Voilà. Bon, alors, je te
fait l'interview flash. Elle est pas en anglais celle-ci. Vas-y. Elle est encore en français. Alors tu connais le principe. T'as 10 questions. T'as 2 choix. Il faut que tu me répondes par un des 2 choix. D'accord. Ça permet de savoir. Je la pose à tout le monde et ça permet un peu de jauger et de savoir ce que tout le monde répond. Il y a pas de jugement. Il y a quoi que ce soit. Le but c'est d'aller vite. La première question c'est Boeing ou Airbus? Ah, Boeing. Ah, voltige ou vol promenade, Pépère? Voltige. GPS, VOR ou carte? Ah, c'est une bonne question, ça. En vrai, non, j'aime bien la carte. Ah ouais. La carte. Moteur, réacteur ou turbine? Moteur. Ok. Vent de face ou travers? Oh, à travers. C'est bien, messieurs les joueurs. IFR ou VFR? IFR. Kiss Landing ou Hard Landing? Kiss Landing ou Hard Landing? Ouais. Tu vois mon nom. Allez, Kiss Landing. Kiss Landing. Ouais. Au sol ou en l'air? En l'air. Ok. Seul ou accompagné? Allez, accompagné. Et enfin la dernière, avec ou sans moteur? Ah, sans moteur. Ah, c'est vrai? Ouais, j'aime bien moi les exercices de pas de moteur là qu'on fait là les les encadrements, ça te plaît ça? Ouais, mais des fois c'est marrant parce que tu dis seul ou accompagné et il y a des fois où en fait où l'élève il vient pas et en fait je vais te dire allez, je pars tout seul là. Et c'est vrai? Tu montes dedans, t'as une petite heure. Tu fais tes petits exercices de pas de moteur, etc. Et tu décompresses complètement, t'as personne à qui parler, t'es dans ton petit truc et c'est pas mal. Ouais, mais c'est ce que tout le monde me dit. En fait, c'est bien de partager le vol, voilà. Mais c'est aussi bien de le faire. Après, sur des gros vols, franchement, à plusieurs, c'est cool. Oui. Mais voilà, une petite heure, une demi-heure. Franchement, des fois, c'est sympa d'être tout seul et de se retrouver un peu avec soi-même. Ouais, ça permet de bien décompresser. Bon, merci à toi, Charles. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a plus de sujets abordés. Merci à vous qui nous écoutez, qui êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver. Moi, je vous dis à très bientôt pour une émission et on se retrouve avec d'autres invités dans Pilote Podcast. Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler.